Vous écoutez Procrastination, saison 10, épisode 2, 10 ans de podcast, nos apprentissages les plus importants. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. À nouveau, merci de votre fidélité, de vos commentaires au long cours sur Procrastination. Déjà 10 saisons. J'avais pas prévu ça dans mes fichiers, ça devient extrêmement compliqué pour le classement des trucs. Bref, on a les problèmes qu'on a. N'oubliez pas, comme d'habitude, au passage, de nous envoyer vos questions, vos doutes, vos interrogations sur le métier, la narration, etc. De manière générale, le meilleur endroit pour se faire, ça reste le forum delbakin.net qui nous diffuse et que nous remercions encore. Et on s'est dit que ça fait 10 ans que le podcast existe. 9 ans. 9 ans. 9 ans parce que... 10 saisons, mais 9 ans. Ah oui, parce qu'on commence, ouais. Okay. On entre dans la 10e année. Ouais. C'est vrai, oui, mais ça fait 10, alors ça fait genre... Ça fait 10 saisons. C'est tout à fait vrai, c'est la 10e saison qui démarre. Tu as tout à fait raison. J'ai fait le compte hier et je me suis dit qu'il fallait que je vous le... Voilà. Désolée. C'est tout à fait vrai. Nonobstant ce chiffre symbolique qu'il veut, ça serait l'occasion de, un petit peu comme on avait fait pour nos récits de carrière en mode blitz, de faire un petit peu espèce de petit retour sur les leçons les plus importantes qu'on a apprises en 9 ans et 10 saisons. Donc, quelles sont en gros dans nos parcours et là où on en est, chacune, quelle est en fait la leçon la plus importante sur le métier qu'on a apprise, que ce soit la narration ou le métier de manière générale, sur la manière de travailler, sur le milieu, peu importe. De votre côté, en gros, quelle est la percée que vous avez l'impression d'avoir faite ? Alors, moi, je commence parce que je suis la petite jeune du podcast. Je veux dire, au sens où j'étais pas là, en fait, il y a 10 ans. C'était Laurent Jeunefort. Il avait plus de romans à son actif et moins de cheveux. Voilà. Donc, je me sens pas du tout légitime à commencer, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. En gros, s'il y a des choses, une chose que j'ai apprise, c'est vraiment l'importance de trouver sa voie à soi, de pas suivre un trajet que vous fantasmez parce que vous avez vu d'autres le faire et ça a l'air de marcher, de pas suivre des injonctions qui ont l'air cool mais qui vous correspondent pas. Et c'est vrai que pour moi, ça va bien aussi avec le message de Procrastination, le podcast, parce que voilà, c'est ce qu'on dit bien, il n'y a pas de règle en fait. Et trouver sa voie, ça veut dire aussi essayer des trucs qui vont pas marcher ou qui vont pas marcher tout de suite. Ça veut dire que vous allez vous planter parfois, que parfois vous allez tenter des trucs auxquels vous croyez et puis ça marche pas tout de suite, mais vous allez vous acharner et peut-être que ça marchera 10 ans plus tard. L'écriture, c'est du temps long. Voilà, là, s'il y en a qui suivent un peu mon parcours et ils savent le parcours de mon roman maritime, c'est du temps très long, quoi. Voilà, vous allez vous planter aussi, mais mine de rien, vos erreurs vont vous apprendre des choses. Vos erreurs vont vous apprendre à changer. Et par moment, quand vous avez un roman qui est pas publié tout de suite, peut-être que vous le reprendrez 10 ans plus tard. Et que là, vous vous retrouverez à le corriger, à l'améliorer. Et en fait, vous vous rendrez compte que les 10 ans, ils étaient nécessaires pour faire ce livre tel qu'il devait être. Donc voilà, trouver sa voie, ça veut pas dire avoir une illumination et puis suivre une sorte de phénix qui vous serait apparu donc dans votre endroit à révélation mystique préféré. C'est si vous êtes un auteur classique français, ça peut être un pilier de Notre-Dame, mais franchement, il y a plein d'autres endroits au monde. Et en plus, Notre-Dame, souvent, c'est blindé maintenant. Donc c'est beaucoup plus, trial and error, et puis continuer à avancer, et puis par moment aussi prendre des pauses parce que c'est important. Et se détacher d'un truc, y revenir, c'est vraiment ça en fait. C'est que il n'y a pas d'histoire qui est écrite d'emblée et que votre histoire, celle que vous avez écrite, c'est la vôtre et pas celle de votre voisin, de votre copain ou de cet auteur qui a l'air de tellement bien réussir, mais en fait derrière la vitrine, parfois c'est pas ça. En fait, moi, les leçons qu'effectivement que j'ai tirées rejoignent complètement ce que vient de dire Estelle. Je pense que si je devais retenir une leçon d'écriture essentielle que j'ai appris depuis bien avant Procrastination, c'est, et je l'ai dit et répété et rabâché, mais on le dit jamais assez, c'est apprendre à connaître son fonctionnement, ne pas essayer de faire comme font tous les autres, parce que de toute façon, je pense que ce qu'on a bien démontré au fil des 10 saisons, c'est que on prend 3 auteurs, 4 si on inclut Laurent. On pose la même question, on n'a jamais les mêmes réponses.
Donc il n'y a pas une méthode de faire, il n'y a pas une manière de faire, et il n'y a pas, on a beau nous rabâcher que les choses se font comme ça, ben ça marche pas pour tout le monde. Bon, ça, je pense qu'on l'a dit, répété, mais on le répétera jamais assez. À titre personnel, je dirais qu'une chose que j'ai apprise au fil du temps, c'est j'ai appris à mieux connaître mon fonctionnement, ça c'est clair. J'ai appris que j'ai eu la bonne intuition dès le départ de ne pas vouloir vivre de l'écriture parce que je sais maintenant que j'en aurais pas été capable. Ça aurait été une catastrophe. Et quelque part, une avancée que j'ai faite et qui a été importante, c'est que j'ai dû apprendre une leçon d'acceptation et presque un deuil à faire. J'ai pas eu la carrière que j'aurais pu fantasmer à mes débuts. J'ai eu notamment un burn-out qui a eu des conséquences, j'en ai déjà parlé assez souvent ici. J'ai eu une grosse période sans inspiration, dont je sais maintenant qu'elle était directement liée à ça. Moi, je me serais bien vue enchaîner des nouvelles et répondre à tous les appels à texte et faire 10 recueils et enchaîner les recueils et ne faire que ça. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, l'inspiration pour les nouvelles a complètement disparu et j'ai eu aucune prise dessus. Et je me suis retrouvée à écrire de la non-fiction qui n'était pas prévue, et puis après je suis revenue à la nouvelle, et puis c'est revenu, c'est un petit peu reparti, ça revient. J'ai dû me faire à l'idée qu'en fait c'est quelque chose de changeant et que ça fait partie de mon processus. Mais je suis arrivée au stade où j'ai compris que, en fait, le moment où j'ai essayé de me forcer, de me dire, bon, alors, je vois les collègues faire beaucoup plus que moi en termes de productivité, c'est donc que c'est possible, c'est donc que je dois me forcer, je vais essayer y aller encore plus. Et une période où je me rappelle avoir fait vraiment le forcing pour essayer d'écrire plus de nouvelles et essayer de trouver des méthodes pour m'obliger, ça a été un des nombreux facteurs qui cumulaient mon conduite à ce burn-out. Et ce que j'ai appris, c'est que le burn-out, la dépression, la fatigue chez moi ont un effet que je n'avais pas prévu. Ça me tue l'imagination, totalement. J'ai discuté avec d'autres auteurs récemment qui m'ont dit que c'était pas leur cas et que même dans des périodes de burn-out, les idées leur viennent encore. Chez moi, la conséquence, si j'essaie de forcer, c'est que non seulement je n'écris pas plus, mais je peux ne plus écrire du tout. Donc la leçon que j'en ai tirée, c'est que j'ai un rythme. C'est un rythme qui est frustrant pour moi parce que j'aurais aimé savoir faire plus, mais c'est mon rythme. La leçon, c'est d'apprendre à comprendre ce rythme, apprendre à le respecter, apprendre à sentir la différence entre les moments où il faut que je me force un peu parce que j'ai la flemme, et le moment où, non, là, je me heurte à une limite qui est la mienne, et c'est mon fonctionnement, c'est comme ça. En fait, j'en parle en termes de deuil parce que quelque part, j'ai pas eu la carrière que j'aurais fantasmée, mais récemment, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a eu un truc sur Blue Sky, il y a peut-être 2 semaines de ça, des gens qui s'amusaient à poster une liste d'auteurs dont j'ai lu au moins 5 livres. Et là, je me fais taguer par plusieurs personnes. Et je rigole toute seule en disant, pourtant, je suis pas considérée comme quelqu'un de super productif et je me retrouve dans une liste de auteurs dont j'ai lu plus de 5 livres. Et là, je fais le compte et je dis, mais j'en ai écrit 7 quand même. J'ai l'impression que j'ai pas fait grand chose, mais merde, j'en ai écrit 7. Alors d'accord, il y en a qui en ont écrit 10, 15, 20, 30. Mais pour quelqu'un qui a pas beaucoup d'inspiration, 7 bouquins, waouh, ça m'impressionne moi-même en fait. Et finalement, je me retourne et je me dis, j'ai eu un parcours atypique qui est parti dans tous les sens, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais je suis super contente des endroits où ça m'a amenée. Et voilà, je pense que je digresse un peu, mais je pense que ma leçon la plus importante, ça a été ça, c'est que, ok, j'ai pas fait du tout ce que j'aurais fantasmé, mais ça m'a amené à un endroit qui est quelque part beaucoup plus accidenté, il a fallu gérer des frustrations et comme je disais, des deuils à faire. Mais je me retourne, je me dis waouh, j'ai quand même bataillé avec burn-out, dépression, un handicap qui se traduit par de la fatigue, des choses comme ça, avec une inspiration capricieuse et des hauts, des bas d'inspiration. Mais waouh, j'ai déjà 7 bouquins et les idées qui avaient disparu sont en train de me revenir et il y a une joie à les retrouver et voilà. Je maîtrise pas, mais c'est chouette la vie quand même. C'est chouette la vie et l'inspiration. Voilà, je pense que par rapport à il y a 10 ans, j'ai beaucoup progressé sur ça. Et j'arrive à une acceptation de ça, que non seulement il faut apprendre à se connaître, mais que apprendre à se connaître, c'est aussi reconnaître que les imprévus peuvent être frustrants, mais que les imprévus, finalement, c'est aussi ça qui fait qu'on a notre parcours à nous, qui n'est pas celui du voisin et qui est plus intéressant parce que c'est le nôtre. C'est le nôtre et celui de personne d'autre. Voilà. J'aime beaucoup, si je peux juste rajouter un petit truc, parce qu'il y a quelque chose qui me parle beaucoup dans ce que tu as dit, Mélanie, et que je vois beaucoup chez des jeunes et moins jeunes auteurs. Il y a une grosse tendance à effectivement souvent fantasmer la carrière qu'on va avoir, ou au moins
penser qu'on sait à peu près où notre parcours va nous mener dans l'écriture. Et en fait, en général, ça ne marche pas. Et voilà, ne pas s'accrocher à cette carrière fantasmée, mais pour effectivement voir ce qu'il y a de cool dans ce que la vie nous apporte, c'est super important. Et de toute manière, on peut pas se fantasmer une carrière, ou en tout cas, ouais, parfois on peut le faire si on veut, mais ça marche pas parce que le milieu change très vite. Mais nous aussi, on change en fait. Et l'écriture nous change. Donc, de toute manière, se détacher de sa carrière fantasmée, les auteurs que je vois qui à un moment sont malheureux aussi dans leur vie, dans leur parcours, c'est souvent ceux qui s'accrochent à cette carrière fantasmée qui n'était que ça, qu'une illusion, qu'un fantasme. Et parfois, ça peut vous empêcher de voir les trucs cool que vous pouvez effectivement faire. Et qui souvent sont plus intéressants. Plus difficiles, certes. Et parfois même un peu frustrants sur le moment, mais qui au final sont sans doute beaucoup plus particuliers et beaucoup plus uniques que la carrière fantasmée que vous aviez en tête au départ. Je suis entièrement d'accord. Quand j'ai préparé ce note d'exercice, tout de suite ma réflexion ça a été alors une leçon sur l'édition, une leçon sur le métier. Non, on a dit une seule. Juste pour rebondir là, que je suis en retard d'un siècle à peu près sur la fin des Dieux sauvages. Mais au stade où j'en suis, j'ai dépassé le stade où je m'impose des quotas quotidiens parce que si j'ai déjà explosé en vol et ce n'est pas une bonne chose et ça ne mène nulle part de toute façon. Et là, par exemple, le besoin que j'ai eu pour la scène où je sors par exemple d'une semaine de récapitulation de world building sur tout le corpus des Vénégir pour exactement vraiment verrouiller des boulons précisément. C'était de ça dont j'avais besoin. Ça n'a pas fait avancer le manuscrit, mais ça a fait avancer l'histoire et ça m'a fait avancer moi parce que c'était cool. C'est ça aussi de bosser comme on a besoin ou comme on a envie et c'est pas de la production au sens strict, mais vache, c'est du boulot. Et en plus, c'est du boulot. Je sais que cette semaine-là, je vais probablement manger des années sur cette semaine de travail que j'ai faite. Donc c'est bien aussi. Pour ma part, je vais essayer d'articuler ma leçon. J'essaie de l'articuler parce que c'est quelque chose de presque évanescent et d'assez profond et qui j'ai peur que quand je vais le raconter, ça va sembler hyper banal et hyper anodin. Donc j'essaie de faire de mon mieux. Je trouve que l'injonction, donc qui est toujours suspecte, comme toutes les injonctions, mais bon, l'injonction show don't tell, en fait, elle a tellement de ramifications qu'on ne fait que, en tout cas c'est mon cas, qu'on ne fait que trouver de nouvelles dimensions. Et moi, c'est vraiment la leçon la plus importante. Alors là, pour le coup, en termes de narration pure que j'ai eu sur ces 10 dernières années / saisons, souvent on met l'accent dans le show don't tell sur la manière de raconter dans le détail de la narration. C'est le fameux truc, dites pas que la lune brille, montrez-moi le reflet sur le verre. Mais en fait, ça va se tisser absolument dans tous les échelons de la narration et c'est en fait c'est la dramatisation à proprement parler, c'est-à-dire que le show don't tell, c'est pas juste incarner, raconter dans le tissu de la narration, c'est tout ce qui est la mise en scène et c'est vraiment un basculement de pensée que j'ai eu sur ces dernières années parce que quand on fait la littérature, on a la capacité évidemment de raconter énormément de choses sans faire du tel pur ou bassiner le lectorat en étant purement factuel et relater des choses. Mais l'attitude que j'ai dorénavant et depuis un certain temps, c'est quand il y a un parcours, quand il y a un discours à porter, quand il y a une étape de la narration, mon réflexe devient toujours comment est-ce que je peux montrer et faire vivre ça dans l'action, dans le tissu même des personnages et de la mise en scène, en gros en essayant d'atteindre l'idéal platonicien de ne pas avoir de commentaires intérieurs. C'est pas pour dire qu'on ne peut jamais en avoir, c'est l'une des forces et des intérêts de la littérature, donc autant le faire, mais essayer toujours de revenir à une espèce de forme de pureté théâtrale qui est mes personnages sont juste des acteurs, actrices sur une scène, il n'y a que l'action et le dialogue pour porter l'histoire et pour véhiculer le message, le discours, l'action, les états intérieurs, etc. Et si j'arrive à porter ça avec l'action, je trouve ça infiniment plus efficace et plus élégant aussi, et aussi véhicule énormément de niveaux de lecture, de la même façon que le dialogue est véhicule d'énormément de niveaux de lecture entre ce que les personnages disent, ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils auraient envie de dire, la manière dont ils le disent, les sous-entendus, le langage corporel, etc., qui véhicule énormément de trucs.
l'action fait un peu la même chose. Alors encore une fois, c'est pas pour dire que pas accès aux états intérieurs, parce que ce serait un peu dommage de se priver d'un des grands outils de la littérature de manière générale, mais je trouve, en tout cas moi ça a été mon cas, que ça peut devenir un peu une facilité d'écriture. Et je trouve qu'on peut arriver à une certaine forme d'efficacité formelle et d'élégance et d'implication dans le tissu même de la narration qui est dévoilé davantage quand on pense dramatisation, c'est-à-dire en se disant j'ai telle chose à faire porter par mon intrigue, non pas comment est-ce que je peux la raconter, mais comment est-ce que je peux la faire passer sans jamais rien en dire. Et je trouve cette forme de dramatisation beaucoup plus compliqué, ça c'est sûr, parce que c'est pas aussi simple que je schématise, mais d'avoir une scène d'intériorisation qui ne serait pas forcément barbante d'ailleurs, hein, mais avec le personnage qui dit là où il en est. Mais je trouve ça extrêmement gratifiant, même en termes de création, quand on arrive justement à dire tout ce que la narration essaye de véhiculer, aurait besoin de véhiculer, sans jamais en dire le moindre mot. Peut-être que en commentaire vous allez dire mais Davoust, t'as inventé le fil à couper le beurre, c'est cool. Mais en tout cas, il n'empêche que en termes de ressenti, ça a véritablement fait basculer mon approche au fil des années. Et bon, c'est beaucoup moins facile, mais du coup, en termes d'efficacité de concision narrative, qui est quelque chose que personnellement je cherche beaucoup, ça a été une évolution, une clé importante. Eh bien voilà, vous êtes bien avancé avec tout ça. Petite citation pour terminer. Alors, citation d'Albert Camus. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.